Bonsoir à tous et bienvenue. Fin de grève pour les prestataires de Mobile Money en Côte d'Ivoire. Après 7 jours de cessation de leurs activités, nous avons constaté la reprise des services ce mardi, une reprise marquée par la reconduction des frais de prestation de proximité. Immersion dans une chasse aux orpailleurs clandestins sur la Comoé dans le nord ivoirien, une opération menée par l'unité nautique du GS Lois. Au total, une dizaine de dragues et plusieurs matériels détruits après une traque de 48 heures. Et puis le mécontentement des agents contractuels du Palais de la Culture. Ils réclament de meilleures conditions de vie et de travail, vous le verrez. Les prestataires de Mobile Money ont repris le service ce mardi. Après 7 jours de grève, il a été décidé de la reconduction des frais de prestation de proximité pour, disent-ils, donner une chance aux discussions entamées pour trouver une solution à la crise qui les oppose aux opérateurs de Mobile Money. Les précisions de Nadjaïja et Fulgence Kisiedo. Fatou Wad, propriétaire de point de vente Mobile Money, vient ouvrir son local après 7 jours d'arrêt de travail en raison du mot d'ordre de grève lancé par le syndicat national des propriétaires de points de vente Mobile Money. Une semaine difficile, mais qu'elle juge utile pour l'évolution de son secteur. Les clients viennent, il y a d'autres même qui disent que vraiment vous nous avez fatigués parce qu'on tournait partout, même avant de faire des dépôts, on n'arrivait pas. Ça nous a pénalisé parce que on a des personnes en charge qu'il faut payer chaque fin du mois. On a le magasin, mais pour une bonne cause, on était obligé de faire cette grève. Cette reprise soulage les clients, restés longtemps pénalisés par la fermeture. Je devais me déplacer, aller retirer, prendre l'argent. Comme aujourd'hui c'est ouvert, ils ont pu m'envoyer pour éviter les déplacements. On avait une opération à faire. Moi, à cause de la guerre, on n'a pas pu retirer l'argent pour pouvoir faire les activités. Donc, on est beaucoup fatigué. Aujourd'hui, Dieu merci, comme nous sommes venus, c'est ouvert. Nous sommes venus faire le retrait pour pouvoir faire l'opération. C'est un plaisir pour nous parce que avec ce qu'on s'est habitué, de poser nos blés sur un compte, qui est ces petits comptes-là qui nous permettent de retirer, nous éviter de sortir avec de la liquidité, tout et tout. Dans ce point de vente, c'est avec explication à l'appui que les clients sont reçus. 100 francs, oui. Les 100 francs, c'est quoi? Ce sont les frais de prestation. Voilà. Les frais de prestation, c'est quoi en fait? Frais de prestation, on peut dire ça aussi frais de service. Voilà. Les réseaux de téléphonie mobile, ils ont baissé leurs commissions. Donc vraiment, on a vu qu'il fallait imposer les 100 francs pour pouvoir soutenir un peu nos revenus au niveau des commissions aussi. D'autres, déjà avisés, se rendent sur les lieux avec le montant requis pour les frais de service, dénommés aussi frais de proximité. Les revendeurs, les vendeuses ont des charges à supporter. Parce que quand tu rentres souvent dans ceux qui ont les locaux, l'endroit est climatisé, il y a un personnel, tout ça là. Donc il faut les aider, c'est pas quand même 100 francs. Les gens ont tendance à minimiser, mais quand même il faut aider les gens. Aujourd'hui là, l'emploi, le marché de l'emploi est saturé, c'est difficile. Nos frères et sœurs qui se battent, il faudrait que nous, on les aide. De son côté, le SINAMSI reste toujours ouvert aux négociations. Jusque-là, rien. Aucune autorité ne nous a contactés. Nos attentes restent toujours les mêmes. Nous disons toujours que nos revendications aujourd'hui vont au-delà de la révalorisation de nos commissions. Nous le disons et nous le répétons. Et tant que nos commissions seront perçues par les opérateurs, il y aura toujours des revenus sociaux. Parce qu'à chaque fois que leur charge sera augmentée, ils continueront toujours à réduire nos commissions. Donc, il nous faut exactement un statut juridique qui va nous permettre d'avoir la liberté sur nos revenus afin que chacun puisse être libre, quoi. Donc on demande à l'État de Côte d'Ivoire de réglementer notre activité. La grève des points de vente s'est tenue du 9 au 15 août. Elle a été déclenchée par la réduction des commissions perçues par les points de vente auprès des opérateurs de téléphonie mobile et la suppression des comptes de certains de leurs collaborateurs après l'instauration des frais de service. Nous étions au cœur d'une traque aux orpailleurs illégaux sur le fleuve Comoé. Ce fleuve abrite de très grandes réserves d'or, ce qui attire des orpailleurs clandestins qui font des ravages. Nous avons suivi une opération menée par le groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal, une chasse à l'homme de 48 heures qui a porté des fruits, comme nous le montre cet élément de Timé Danger. Escadron de 4 de Ferkessé-Dougou, capitale de la région du Tchologo. Dans les rangs, des éléments de l'unité nautique du GS Lois, groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal.
Après le fleuve Bandama, le détachement se prépare pour une nouvelle offensive sur un nouveau théâtre décliné où il faudra rester gendarme en tout temps. On a changé les zones d'opération, mais c'est toujours la même mission. Il y a des dragues qui ont été localisées dans des zones pas loin d'ici. On va faire un mouvement là-bas, ça a été reconnu déjà par des équipes de reconnaissance. Donc vous connaissez votre rôle. Ceux qui doivent faire la protection des berges s'y connaissent. Ceux qui doivent embarquer dans les zodiacs pour détruire les dragues s'y connaissent aussi. Donc chacun y met du sien. L'eau, ça ne joue pas. Vous allez sur l'eau, restez professionnel de bout en bout. Le briefing terminé, place à l'embarquement pour la descente sur le théâtre opérationnel du jour. Une demi-heure après, l'unité prend la piste de Nassian. Moins d'une heure de route, elle est sur les lieux. Le flanc du fleuve coloré, résultat de l'orpaillage clandestin qui y a pignon sur rue. L'eau est sale là, il doit forcément avoir des dragues dans le parage. L'eau est trop sale. Sur place, la logistique d'assaut est vite montée. À terme, le détachement se déploie. Moins de 20 minutes sur les eaux du fleuve frontalier entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, un dispositif d'opération des clandestins est démasqué. Sans sommation, il est mis hors d'usage. Même sort à quelques pas de là, où une autre découverte de matériel est faite. Nous sommes sur la deuxième drague et la troisième drague, elle est encore devant. Maître des lieux, l'unité spéciale poursuit son opération pour démanteler d'autres matériels soigneusement camouflés. Pour l'opération du jour, la bonne moisson réjouit le patron de la maréchaussée ivoirienne. Descendu sur le théâtre opérationnel Nord, en proie à des incursions de bandes terroristes, le général de corps d'armée, Alexandre Appalo-Touré, galvanise ses hommes pour garder le cap. Ce, pour démanteler des sites que l'hydre terroriste veut sanctuariser. Des consignes bien reçues par des hommes qui prennent la route retour pour la base opérationnelle avec le sentiment du devoir accompli. Avec le démantèlement et la destruction de plusieurs dragues et autres matériels d'extraction illégale de l'or. Je vous le disais en titre, la colère des agents contractuels du Palais de la Culture. Ils dénoncent leurs conditions de vie et de travail dans ce lieu qui abrite la majorité des événements culturels en Côte d'Ivoire. Le reportage de Mardoché Kwasi et Tanguy Kona. Les agents contractuels du Palais de la Culture d'Abidjan réclament l'application des droits acquis qui étaient déjà appliqués sous l'ancienne administration et qui, selon eux, ont été suspendus par la nouvelle administration. Ils souhaitent également l'application des droits acquis non appliqués, sans oublier celle des résolutions sorties des différentes conciliations. Des points qui font l'objet de démarches de la part du syndicat des agents grévistes depuis 2015 et qui jusque-là ne donnent aucune suite favorable. Les revendications des travailleurs du Palais de la Culture sont de trois ordres. Il y a principalement la revalorisation des salaires obtenus depuis 2015 qui n'est pas appliquée. Et le secteur d'activité dans lequel les travailleurs du Palais de la Culture ont signé les contrats est le négoce, commerce, profession libérale. Ce secteur d'activité a obtenu 9%. Et depuis 2015, il n'est pas appliqué au Palais de la Culture. Donc c'est le premier point. Ensuite, deuxième point, il s'agit de la prime de transport. La prime de transport, l'indemnité de la prime de transport mensuelle qui est passée de 25 000 à 30 000 n'est pas appliquée depuis le 1er août 2019 au Palais de la Culture. Troisièmement, nous avons les gratifications de fin d'année qui ont été suspendues depuis 2013 par la nouvelle direction. Donc, sur ces trois points, nous demandons que le droit soit appliqué. Cela fait environ 7 ans et 9 ans que nous courons après ces différents problèmes-là. Il est temps que l'autorité, que la Côte d'Ivoire se penche sur le problème des palais de la culture. Ce sont au total 44 agents sur les 62 que compte le Palais de la Culture qui sont concernés par ces revendications. Ces derniers, contrairement à leurs collègues de la fonction publique, ont contracté avec le Palais de la Culture un contrat à durée indéterminée, régi par le droit du travail et la convention collective. Ils réclament donc l'application de tous les droits liés à ce contrat.
Les populations de tout le Pleu dans l'ouest ivoirien ont rendu un hommage au chef de l'État pour ses actions dans la région. Une cérémonie en présence du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale, notamment, qui a invité les fils et filles de la région à l'union et à la promotion de la paix. Le récit de Salif Yalekwe. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kwadio Konan-Bertin, a exhorté lundi les populations de tout le Pleu à préserver la paix et la cohésion sociale. C'était lors d'une cérémonie d'hommage au chef de l'État ivoirien qui a regroupé les cadres, élus et populations de différents bords politiques de la région. Chers parents, la paix est la condition première du développement. Cette paix implique l'union et l'entente entre les cadres, entre les fils et filles de tout le Pleu, fils et filles de tout le Pleu. Je vous invite à toujours œuvrer au renforcement de ce climat de paix et de sécurité. Les cadres du Cavali, au nom des populations, ont salué les actions du chef de l'État dans cette région qui a connu les affres des différentes crises militaro-politiques du pays. Le nom de tout le Pleu est inscrit dans ce qui arrive de bon à la Côte d'Ivoire. Dans le Cavali, nous sommes un. Tout le Pleu, Plolequin, Taï, Guinglo, nous sommes un. Ils sont venus parce qu'ils savent que le rayonnement de leur sœur va s'étendre sur toute la région du Cavali. Et ils ont droit, eux aussi, à leur part de bonheur et de développement. Nous ne sommes pas nés pour rester à la queue. Nous sommes nés pour être devant. Tout le Pleu, le Cavali et Alassane Ouattara, ton pied, mon pied. Parce qu'il s'agit de célébrer le travail qui a été fait, bien fait, par le premier citoyen de ce pays, le président Alassane Ouattara, qui a travaillé pour tous les Pleux et surtout qui a aussi sécurisé tous les Pleux. Quand je suis PDCI, ma soeur Anne Loto est RHDP, mon frère est PPACI, ma soeur est FPI, UDPCI. Quand nous avons nos partis politiques partagés, le parti qui doit nous réunir, le parti commun, doit être le parti de développement. Outre les actions de développement réalisées, au cœur de cet hommage, les populations ont entre autres la construction de plusieurs infrastructures scolaires, sanitaires, l'adduction à l'eau potable et le bitumage de plusieurs voies. C'est reparti pour le salon de l'orientation du bachelier. Le top départ a été donné ce mardi à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody pour cette deuxième édition. Les jeunes bacheliers sont venus nombreux pour s'informer des offres de formation que proposent les universités et grandes écoles du pays. Timé Danger, Mathurin Badé. Retrouvailles entre acteurs et partenaires de l'enseignement supérieur. La Tribune, le salon de l'orientation du bachelier édition 2022. Au nombre des participants, cette jeune bachelière venue de l'intérieur du pays. Son vœu, faire des études de sciences économiques. La structure d'accueil souhaitée, l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Si vous avez un bac D, il vous faut 12 en mathématiques. Un bac C, il vous faut 12 en mathématiques. Un bac A1 et un bac B, il vous faut 14 en mathématiques. Donc il faut que vous remplissez tous ces critères-là avant de faire votre inscription en ligne. Son jeune frère opte plutôt pour des études pharmaceutiques. C'est alors le stand de l'université Nangui-Abrogwa qui le reçoit. À terme, il en sort quelque peu déçu. Je suis un peu découragé parce que quand il venait ici, il avait l'intention d'être orienté en pharmacie. Mais quand il a consulté le stand, on m'a dit que vu que les critères de sélection sont très élevés, c'est pas sûr qu'ils remplissent les conditions parce qu'ils ont pris une moyenne au bac, comme notre bac de 11 en maths, 11 en physique, 11 en SVT. Or, il ne remplit pas les conditions dans une seule matière, donc c'est pas trop sûr. Mais il a opté pour un autre choix en géographie qui est à l'université de Cocody ici. Ça sera plutôt avec elle la bonne fortune. À ses côtés, son père qui approuve son choix. C'est pas bien d'imposer un choix à l'enfant. Normalement, c'est l'enfant même qui choisit, en fonction de ses aptitudes, de ses goûts. Maintenant, nous, parents, on ne fait que les accompagner, les guider, pour que l'enfant ne se trompe pas en faisant des choix fantaisistes, par exemple. Même message de la tutelle. À la cérémonie d'ouverture, le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur invite les parents à s'approprier le processus d'orientation des bacheliers aux portes des universités et grandes écoles du pays et s'engage à lever les insuffisances en la matière. Les établissements qui s'engagent véritablement dans une démarche qualité sont celles-là
qui continueront de recevoir les affectés de l'État. L'assurance qualité est un processus important qui va permettre de tirer vers l'avant tout notre système d'enseignement supérieur et de recherche. Cap maintenant sur la coupure du ruban, suivi de la visite des stands. Occasion pour des structures présentes de vendre leurs offres de formation. Au rendez-vous, comme à l'accoutumée, le groupe Loco, avec de nouvelles filières innovantes, aux côtés d'autres acteurs du milieu. Tout ce qui est automatisme, nous avons apporté des améliorations. Et en ce qui concerne la communication visuelle, par exemple, on a beaucoup axé cette année sur la communication audiovisuelle. On a l'hôtellerie qui permet de faire des stages d'immersion et on est aussi dans le riz. Donc c'est facile pour un étudiant de se retrouver et quand il finit directement, il peut être inséré en stage et tout ce qui va avec. Je valorise tous les cours sont en anglais. Donc l'étudiant est bilingue à la sortie et il a l'opportunité d'avoir 2 diplômes. Un diplôme international, un diplôme national. Notons que cette lucarne de rencontres et d'échanges se poursuit demain mercredi pour s'achever le lendemain jeudi. L'actualité, c'est aussi l'impact de la crise ivoiro-malienne dans le secteur de la culture en Côte d'Ivoire. À titre d'exemple, l'annulation de concerts d'artistes maliens le week-end dernier à Abidjan, une situation que regrettent des acteurs du secteur rencontrés par Nadja Eljar et Fulgence Kissiedo. Cette scène a fait le tour des réseaux sociaux. Invité dans cet espace dédié à la musique live, l'artiste n'a pas pu terminer sa prestation. En cause, ses propos relatifs à l'inculpation des 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali. Si un Malien garçon, il n'a qu'à faire comme ça. On va clairer. Cet incident n'est pas le seul dans le monde de la culture. 2 concerts, notamment ceux de Toumani Diabaté et de Mariamba, prévus pour se tenir le week-end dernier, ont récemment été annulés. Une situation que déplorent les acteurs du monde de la culture. Il y a un lien très fort entre nos 2 nations. Il y a une forte communauté malienne ici en Côte d'Ivoire, ce qui fait que tout ce qui est spectacle malien en Côte d'Ivoire marche forcément. Les spectacles des artistes maliens rapportent une manne financière considérable. Donc aujourd'hui, c'est difficile pour ces promoteurs-là. Pour eux, si la résolution de l'affaire des 49 militaires ivoiriens est avant tout d'ordre politique et diplomatique, les artistes ont tout de même leur partition à jouer pour une issue heureuse. J'appelle à une solidarité entre les acteurs culturels, à une solidarité surtout. On peut même se retrouver sur des plateformes, peut-être pour les artistes chanteurs. Pourquoi ne pas peut-être entrer en studio et sortir quelque chose? Et les promoteurs d'événements, pourquoi ne pas réfléchir dès maintenant à créer des plateformes là où des artistes maliens, des promoteurs maliens vont se retrouver pour échanger afin de laisser un message d'ensemble et ensemble. Dans une telle situation, il faut éviter d'attiser les tensions. Et je pense que les artistes qui sont suivis par beaucoup de personnes, les artistes ivoiriens et maliens, gagneraient à emboucher cette trompette de la paix. Là. Pourquoi pas aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé, avoir un single en featuring des Bordeaux Likoufa Sidiki Diabaté qui appelle à la paix entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Certains se mobilisent déjà pour poser des actions allant dans ce sens. Nous sommes en train de faire des démarches. D'ici que la semaine va finir, Inch'Allah, les artistes maliens, ivoiro-maliens et d'autres artistes vont faire vraiment un cri de cœur ensemble pour s'exprimer par rapport à la situation. Et les maestros, ils vont parler. Il y a des projets en route. Il y a, dans les deux ou 3 mois passés, il y a près de 6 artistes maliens que moi je connais, qui sont réputés, qui sont passés en Côte d'Ivoire. Les militaires ivoiriens arrêtés depuis le 10 juillet à leur arrivée à Bamako ont été inculpés et écroués vendredi pour motif d'atteinte à la sûreté de l'État. En Côte d'Ivoire, des manifestations se sont tenues pour demander la libération des 49 soldats. Dans l'actualité internationale, William Ruto a été déclaré 5e président du Kenya à l'issue de l'élection présidentielle du 9 août dernier. Il a battu l'opposant historique Raila Odinga. Le président élu promet de travailler avec l'opposition quand le vaincu rejette ses résultats. Salif Yalekwe. Raila Odinga a rejeté mardi les résultats de l'élection présidentielle du 9 août dernier, donnant son rival William Ruto vainqueur. Il les a qualifiés de parodie et promet poursuivre toutes les options légales à sa disposition.
6 jours après l'élection d'une foot marquée par le calme, en dépit d'une impatience grandissante, le vice-président sortant Ruto a été déclaré lundi soir vainqueur avec 50,49% des voix contre 48,85% pour Raila Odinga par une commission électorale secouée de divisions internes. Notre opinion à Azimio est claire. Les chiffres annoncés par M. Chebukati sont nuls et non avenus. Je le répète, les chiffres annoncés par M. Chebukati sont nuls et non avenus et doivent être annulés par un tribunal. Pour sa part, le 5e président élu du Kenya, William Ruto, promet de travailler avec l'opposition, ajoutant qu'il n'y a pas de place pour la vengeance. Je veux promettre au peuple kényan que je dirigerai un gouvernement transparent, ouvert et démocratique, et que je travaillerai avec l'opposition dans la mesure où elle assurera le contrôle de mon administration. Il n'y a pas de place, il n'y a rien, il n'y a pas de place pour la vengeance, il n'y a pas de place pour le passé, nous regardons vers l'avenir. Je suis totalement conscient que notre pays est à un stade où nous avons besoin de tout le monde sur le pont. Des soulèvements ont été observés à Kisumu, dans l'est du Kenya, le fief de l'ancien Premier ministre Raila Odinga, après que le vice-président William Ruto ait été déclaré vainqueur du scrutin présidentiel. L'annonce a été entachée de controverses après que plusieurs membres de la commission électorale ont rejeté les résultats. Le camp Odinga a 7 jours pour déposer un recours devant la Cour suprême qui disposerait de 2 semaines pour rendre sa décision. Dans le cas contraire, William Ruto prendra ses fonctions dans les 2 semaines à venir. Les précédentes élections au Kenya ont toutes été émaillées par des crises post-électorales. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.